J'accueille le professeur Pascal Fuchs-Hubert de Walnut Creek, que vous connaissez, puisqu'il a fait une présentation ici il y a 3 ans. Tout à l'heure, quand on en parlait, il me semblait que c'était l'année dernière, mais donc ça fait 3 ans déjà. Et comme vous le savez, il est très intéressé par les problèmes d'organisation de la chirurgie, et il nous fera aujourd'hui une brève mise à jour sur 2 programmes aux États-Unis qui concernent la sécurité des patients et les données chirurgicales. Donc, je sais qu'il est parfaitement francophone et francophile. Et tu feras ta communication en français ? En français, d'accord. J'essaie de mon mieux, messieurs, dames. On te fait confiance. Voilà, tu as la parole. Messieurs, dames, voilà. Merci beaucoup, Daniel. Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à remercier le président, professeur Daniel Jack, et l'Académie française de chirurgie pour l'invitation et l'honneur de présenter une mise à jour du National Surgical Quality Improvement Project, NSQIP, avec quelques commentaires que j'ai ajoutés sur la réforme santé Obamacare, en pensant que ça vous intéresserait. Ensuite, quelques mots sur le programme FUSE, programme éducatif. Voilà. Je commence avec une mise à jour de NSQIP. Depuis janvier 2014, le programme NSQIP compte plus de 500 hôpitaux participants, la plupart des États-Unis, mais aussi un nombre croissant dans le monde. NSQIP, je vous rappelle, est basé sur 135 variables récupérées à partir des dossiers des patients. La collecte des variables est effectuée par un spécialiste formé par NSQIP et toutes les complications sont strictement définies et les résultats ajustés au risque. Il y a maintenant plus de 10 millions de données dans la fiche centrale NSQIP qui s'appelle Public Utility File, j'en reparlerai, ou PUF File. Notez que maintenant, il est possible d'ajouter des variables au programme NSQIP qui sont spécifiques à une opération particulière. Par exemple, des données tenant compte du classement de la sévérité des fistules pancréatiques, etc., etc. Les résultats de chaque complication autrefois étaient assemblés dans un diagramme chaîné, comme vous voyez. Chaque ligne correspondait à un résultat d'un hôpital avec l'intervalle de confiance, ce qui permettait de comparer les résultats entre les hôpitaux. Ceci, c'est un ancien rapport NSQIP. L'hôpital en question est marqué avec une flèche bleue. Et cette diapo montre toutes les catégories de complications avec les résultats de tous les hôpitaux. Notez que les résultats de l'hôpital en question peuvent être comparés aux résultats de tous les autres hôpitaux. Cette façon de montrer les résultats NSQIP a changé. Aujourd'hui, la comparaison des résultats NSQIP n'intéresse plus personne. Il y a de nombreux sites Internet publics aux États-Unis qui démontrent les performances des hôpitaux et des médecins privés. Il suffit de mettre le code postal et la ville. Donc, ce qui intéresse aujourd'hui, c'est les données individuelles d'un hôpital ou un groupe d'hôpitaux qui participent en temps réel. NSQIP rend possible l'identification et la surveillance des performances inférieures. Aujourd'hui, les résultats de toute complication d'un seul hôpital sont démontrés de cette façon. Sur une seule page, la performance de cet hôpital pour les 10 complications est rapidement évaluée. Les mauvaises performances sont marquées en rouge et les traits horizontaux démontrent les déciles des performances du groupe entier. Voici un exemple de surveillance d'une performance en temps réel, le run chart. L'information la plus importante est tout de suite disponible, une aggravation, dans cet exemple, une aggravation rapide des infections de la plaie. Pour illustrer la portée des données NSQIP, quelques exemples de leur application dans le quotidien clinique et la recherche. Le calculateur NSQIP du risque préopératoire. Ce calculateur est basé sur l'ensemble des données NSQIP et il est accessible par Internet ou même par application iPhone.
Voici une page de la fiche d'entrée des données préopératoires individuelles d'un patient. Le calculateur affiche les risques particuliers de cet individu et les compare avec le risque moyen NISQUIP pour une opération identique. Ici, par exemple, le risque d'infection de la plaie du patient est favorable. L'ensemble des données NISQUIP, appelées, comme j'avais dit, Public Utility File, est disponible librement à la recherche clinique, avec une utilisation de plus en plus fréquente. Voici les premiers 10 publications par fréquence de citation sur la qualité en chirurgie. Ils reposent tous, sans exception, sur des données NISQUIP. Exemple spécifique, The Pancreatectomy Demonstration Project, géré par Henry Pitt, il a pour but la qualité des pancréatectomies, tout en essayant d'améliorer la documentation des complications spécifiques à cette opération dans le programme NISQUIP. La participation est volontaire et comprend à présent 53 hôpitaux de toutes catégories. L'analyse des résultats... Tiens, ça ne marche plus. Donc l'analyse des résultats est basée sur 850 pancréatico-duodénectomies. Est-ce que j'avance manuellement? Voilà, c'est bon, je trouve. Donc c'est basé sur 850 pancréatico-duodénectomies, donc 150 résections vasculaires, et 376 pancréatectomies distales, dont 40 résections vasculaires. Voici une petite sélection des résultats. La résection vasculaire est associée à une augmentation signifiante de transfusion, morbidité et longueur d'hospitalisation. La grande majorité des participants utilisent un drainage post-opératoire qui reste en place au-delà de 4 jours. Cette pratique est vigoureusement discutée dans le groupe. Voici l'analyse logistique multivariable de l'association des complications avec le problème de vidange gastrique. Comme vous pouvez voir, NISQUIP permet pour la première fois aux États-Unis, vous allez m'arranger ça, s'il vous plaît, pour la première fois aux États-Unis, ce genre d'analyse à travers un large groupe d'hôpitaux. Une réalité tout à fait étonnante pour les États-Unis. Finalement, un exemple. Finalement, un exemple d'un travail NISQUIP coopératif sur l'amélioration des résultats chirurgicaux. Je pense que tout le monde peut bien écouter sur ça. Finalement, un exemple d'un travail NISQUIP coopératif sur l'amélioration des résultats chirurgicaux qui nous amènera à parler de la réforme du système de santé aux États-Unis. La mutuelle Kaiser est un vaste réseau de groupes médicaux privés de plus de 16 000 médecins qui desservent plusieurs États à travers les États-Unis. Voici l'ensemble des résultats chirurgicaux NISQUIP pour la région de la Californie du Nord, qui est une des régions que Kaiser couvre, qui correspond à peu près de 3 millions de membres. La liste que vous voyez contient chaque complication NISQUIP sur la gauche, avec le nombre de patients atteints par an, voilà, le nombre de patients atteints par an, le nombre de mortalités par an et le nombre de jours d'hospitalisation en excès du prévu par an. Le total des données est démontré au bas de la fiche. Vous remarquerez que le potentiel d'amélioration atteint presque 10 000 patients, plus de 500 mortalités et plus de 52 000 jours en excès par an.
Pour donner une idée de la magnitude, 50 000 jours d'hospitalisation par an, cela correspond à peu près à un hôpital de 150 lits chirurgicaux. Voici les détails des résultats NISQUIP des infections acquéries à l'hôpital dans la même région Kaiser. Notez en particulier les résultats des infections de la plaie chez les patients en chirurgie. Comment faisons-nous pour améliorer ces résultats? On commence par développer un faisceau de processus simples et efficaces, ici application de chlorhexidine, maintenance de normothermie, application des protecteurs de la plaie, dosage, antibiotiques, etc. Pour la réalisation et la mise en route des processus, notre philosophie correspond au mot d'un fameux Canadien. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. Take a lot of shots on goal. Je ne sais pas si vous connaissez Wayne Gretzky. Est-ce que quelqu'un le connaît dans la salle? Non. C'est le meilleur joueur de hockey du monde, et c'est un Canadien, mais il est très connu aux États-Unis, tout le monde le connaît. Bon, c'est-à-dire que nous nous servons de la méthode PDSA, Plan, Do, Study, Act, pour obtenir une amélioration step by step. Cette affiche démontre la réalisation du processus vignette chlorhexidine. Plusieurs cycles d'amélioration du processus se succèdent rapidement. Le but final, un processus fiable et efficace, est accompli par un programme d'éducation des infirmières et des patients avec standardisation des protocoles. Tous ces efforts nous permettent une réduction des infections de la plaie de 20 à 3%. Élimination presque totale de cette complication. Sans aller dans les détails, voici un autre exemple, diminution de taux de réadmission de 18 à 11% en moins de 4 mois. Avec des dépenses en moyenne de 11 000 $ par complication, autrement dit une augmentation de 54% des coûts hospitaliers à cause des complications chirurgicales, l'avantage de NISQUIP est bien établi. Meilleurs soins et réduction des coûts de la santé. Réduction des coûts de la santé, nous voilà arrivés en plein milieu de la réforme santé aux États-Unis, connue sous le nom Affordable Care Act ou Obamacare. Les efforts de réduction des complications et des dépenses de santé sont les bienvenus. Comme le nom l'indique, la nouvelle loi veut en principe réduire les dépenses de santé et à la fois augmenter le nombre de personnes assurées et la qualité des soins. À peu près 8 millions de gens ont signé un nouveau contrat d'assurance santé depuis la signature de la loi pour le total des États-Unis. 8 millions. Il y en avait 30. Il manque encore plus que 30. Il y en avait 44. Pour la Californie, mais ça c'est en moins d'un an, depuis que le système marche. Pour la Californie, il s'agit de plus d'1 million, soit plus de 100 000 pour la mutuelle Kaiser. Mais, le grand mais, la plupart des contrats d'assurance sont des plans bon marché ou à maigre bénéfice. Ceci est une copie de l'Internet des nouvelles assurances vendues au public, avec le choix des différentes mutuelles, marqué ici au-dessus du chiffre d'affaires, et le choix des différentes mutuelles et le prix pour une assurance niveau argent, Silver Plan. Il y a plusieurs niveaux différents et prix différents. Notez que les prix en général ont baissé comparé aux prix avant la réforme. C'est-à-dire, les revenus des mutuelles ont baissé aussi. Il y a moins d'argent disponible pour plus de patients. Voici le choix des différents niveaux d'assurance, les forfaits, des plans moins chers, bronze et argent,
sont très importants et atteignent plus de 5 000 $ par an. Il n'est pas surprenant que la grande majorité des gens choisissent les plans bon marché, bronze et argent. Argent, bronze. La plupart, 80%. Voici les coûts, je vous donne un exemple, et forfait d'un remplacement de la hanche pour un assuré plan bronze. Il n'y a pas grand-chose de bon marché dans ce calcul. Les gens sont prêts à payer, mais en retour, ils attendent que tout se passe parfaitement bien avec leur opération. La relation médecin-patient ne peut que changer. Finalement, quelques mots sur le programme d'études FUSE. Le programme éducatif FUSE essaie de créer un standard de la connaissance de l'énergie chirurgicale en format multimédia avec la capacité d'obtenir un certificat professionnel. FUSE est né de l'observation que les chirurgiens contemporains utilisent une grande gamme de dispositifs à base d'énergie, bien souvent sans formation ou connaissances adéquates. Les 2 dernières décennies ont vu une augmentation spectaculaire du nombre et de la complexité des dispositifs d'énergie en salle d'opération et en endoscopie. Les résultats d'un examen pilote soumis à 48 professeurs de chirurgie indiquent que les chirurgiens ignorent leur incompétence dans cette manière. Cet examen a été donné aux board members de la société SAGES en 2011. Seulement 3 des participants ont eu un score au-delà de 75%. Il est estimé que qu'une complication due à l'application inadéquate des dispositifs d'énergie en chirurgie peuvent atteindre 2 par 1000 cas. Calculé pour les États-Unis, cela correspond à 40 000 accidents par an. La plupart ne sont pas détectés au moment de l'accident et ils causent à peu près 600 millions d'indemnités par an. Donc, le programme éducatif FUSE. Cette liste montre les 10 domaines éducatifs qui contiennent 63 objectifs. Un des premiers buts du programme consistait à établir les définitions et la terminologie correcte de l'électrochirurgie. Je suis désolé que Henri Bismuth ne soit pas là. Je pense qu'il aurait bien apprécié ce diapo. Voici un exemple d'une page du module d'éducation sur online. Ce module permet l'apprentissage et la préparation de l'examen online. Voici quelques pages du domaine éducatif diversion du courant, le défaut d'isolation, le couplage capacitif. Une chose à bien comprendre si on entre dans la chirurgie single port. Et avec ça, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci Pascal et bravo pour ton excellent français et pour les diapos traduites en français aussi. Merci pour cet effort. Alors, des questions dans la salle? Oui, vas-y, Monsieur Lobel. Merci, j'étais intéressé évidemment par cette communication aux États-Unis. Alors, on a en France depuis quelques années des publications aussi des résultats en termes de sécurité de nos hôpitaux. Mais vous avez prononcé un mot qui me paraît très important, c'est temps réel. Or, chez nous, ce qui est publié au travers des données de l'ARS, ce sont des données qui datent de plus de 3 ans. Parce qu'il faut que l'année soit finie pour rassembler l'ensemble des données qui mettent 1 an à être rassemblées et qui peuvent être utilisées encore l'année suivante. Et je veux dire que rapporter par exemple à une équipe de football, puisque c'est à la mode en ce moment, si on donnait comme appréciation de la valeur de l'équipe cette année ce qu'elle avait donné il y a 3 ou 4 ans, on aurait beaucoup de surprises dans ce mondial actuel. Voilà. Alors, je pense que c'est une des réalisations
une des réalisations les plus importantes qu'on a fait, parce qu'au commencement, NISQIP, c'était tous les 6 mois. Et c'était des résultats ajustés au risque. Et on a tapé très fort pour qu'ils nous donnent tous les 2 semaines les résultats sans ajustement de risque, parce qu'il faut faire un calcul. Ils nous ont donné ça. Et ensuite, on a demandé tous les 2 semaines les résultats ajustés au risque. Et je ne vous ai pas montré ça parce que je n'avais pas assez de temps. Mais vous pouvez demander maintenant les résultats individuels de l'hôpital pour une complication quelconque, ajustés au risque tous les 2 semaines. Ça a vraiment changé le focus de comparaison au focus de voir comment on peut améliorer la situation personnelle dans son locaux. On ne s'occupe plus de ce que disent les autres. On essaye d'améliorer les choses dans notre hôpital. Ce que tu viens de dire, ça concerne ce consortium Kaiser, c'est ça? Ça concerne les 550 hôpitaux participants. C'est ça. Tous les hôpitaux qui participent, donc pas seulement Kaiser. Et actuellement, quelle est la proportion d'hôpitaux qui sont tenus de participer à un tel programme? 500. Tous les hôpitaux peuvent demander, c'est volontaire, on peut demander. Oui, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ouais. Rien n'est obligatoire. C'est volontaire. Mais le gouvernement, avec la nouvelle loi santé, demande que les hôpitaux prouvent qu'ils améliorent les choses. Un chirurgien qui veut renouveler sa certification professionnelle, maintenant, pour l'American College of Surgeons, doit prouver qu'il participe dans un système d'amélioration des soins. La plupart veulent NISQIP. C'est le meilleur. Donc, il y a maintenant des lois et comment dire, plus que volontaires. C'est nécessaire de prouver que, comme chirurgien aux États-Unis, tu participes à un programme d'amélioration des soins. Georges? Oui, juste une petite question après un commentaire. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce programme, même si on n'a pas eu le temps de le détailler davantage. Je pense qu'effectivement, c'est un facteur de progrès et que c'est encore un petit peu loin de notre culture française, en tout cas, quand on voit les difficultés qu'on a à recueillir, ne serait-ce que les infections de sites opératoires. Simplement, vous avez indiqué que dans le programme NISQIP, il y avait le recueil de 135 variables par dossier. Qu'est-ce que ça représente en termes de travail et qui en est chargé dans les programmes? Alors, la plus grande partie des coûts du programme, c'est il faut embaucher une infirmière ou une personne qui a été... autrefois, c'était une infirmière, c'était très cher. Maintenant, on peut, je ne sais pas l'équivalent en France, mais on peut une infirmière de moindre qualité. De recherche clinique, oui, comme on a de plus en plus. Par exemple. Mais c'est toujours encore un salarié, un salarié annuel. Et cette personne, elle est entraînée par NISQIP et ensuite il y a un audit, c'est-à-dire NISQIP tous les ans regarde les résultats, compare les résultats avec des dossiers, pas tous, mais quelques-uns, pour être sûr que les données sont fiables. Donc c'est ça vraiment la force du programme. C'est un programme rétrospectif, mais avec une fiabilité des données très haute, de 98%. Tu parlais d'équipes et d'individus. Quand on tape sur l'ordinateur le nom d'un chirurgien qui participe à un tel programme, c'est l'équipe ou c'est le nom du chirurgien avec les résultats de sa propre pratique? Il n'y a pas la possibilité de l'extérieur de demander les résultats d'un chirurgien dans le programme. Mais le chirurgien ou le groupe qui s'occupe du programme NISQIP dans un hôpital a accès aux résultats individuels des chirurgiens, de chaque chirurgien. Donc il y a la possibilité, théoriquement, de mettre un petit papier sur ton bureau, sans dire grand-chose, et qui dit quel est le pourcentage de complications personnelles. Ça ne se fait pas parce que ce n'est pas très efficace. La plupart des problèmes, ce n'est pas des problèmes individuels, c'est des problèmes de système. Donc on s'est rendu compte de ça,
que 80% des problèmes qui créent des complications, ce n'est pas le comportement individuel du chirurgien. Donc on s'en fiche un petit peu. Mais ce qui est aujourd'hui aux États-Unis, ce qui est vrai, c'est qu'en Internet, vous pouvez taper Physician Online et vous recevrez un compte-rendu de chaque chirurgien selon sa qualité ou ses données. Ça existe. Iraj Ganjbach. Merci de votre exposé. Et en 2010, au niveau de l'Académie, nous avons organisé avec les ministères et les médias une journée sur le sujet des qualités. Actuellement, en France, il y a par discipline, il y a des disciplines qui ont la totalité des données qui sont recueillies, et on peut savoir service par service et chirurgien à l'intérieur du service quelles sont les données et qu'on peut les comparer. Au niveau du ministère de la Santé, ils ont énormément de données qui ne sont pas publiées et qui peuvent être utiles. Mais je voulais vous poser deux questions. Premièrement, il y a un coût. Par exemple, dans le cas de chirurgie cardiaque, nous, on sait qu'il y a un budget et on fait l'affaire à l'industrie qui nous aide pour qu'on puisse le faire. Qui est-ce qui paye pour avoir ça? Et deuxièmement, la personne qui a les données en main, c'est un pouvoir. Comment vous avez organisé la personne qui a ces données en main? C'est une très bonne question. Alors, chaque hôpital paye. Et chaque hôpital doit donc mettre en place une personne qui recueille les données. C'est à peu près $100 000 par an, avec les bénéfices de cette personne. Ensuite, il faut payer à peu près $30 000. Si on est un grand groupe d'hôpital, ils nous font un meilleur prix, mais il faut payer une somme pour faire le calcul, qui est un calcul qui se fait en dehors de l'hôpital. Et c'est une firme privée. Ensuite, il faut désigner un chirurgien qui prend en charge ce système et lui donner 2 heures, 3 heures, 4 heures par mois, selon les besoins, de temps libre. Donc payé si vous voulez, où il n'est pas en soldat, il ne voit pas des clients en clinique. Et la deuxième question, c'était l'autorité. Oui, il n'y a pas d'autorité. L'autorité, c'est le team. Ce chirurgien qui est en charge n'a aucune autorité de dire quoi que ce soit. Il ne peut pas te dire arrêtez de faire ça, faites ça. Mais c'est plutôt une façon et c'est un travail assez dur, mais il faut, you have to convince. Il faut convaincre. C'est un travail de conviction, si vous voulez. Et c'est très intéressant parce que très longtemps, il y a une résistance. Mais une fois qu'on démontre, par exemple, nous, on avait démontré qu'on peut réduire le taux de pneumonie post-opératoire à 0, tout le monde s'est mis à dire « je veux faire ça ». Parce que on coupe la mortalité post-opératoire de 40%. Donc, c'est les résultats qui convainquent, qui font la conviction. D'autres questions? Je voulais demander, dans le système Obamacare, en France, demain, la ministre va annoncer que il n'y a plus de tiers payant. C'est-à-dire que les prises en charge sont complètes. Le malade qui va voir un médecin en consultation ou à l'hôpital, avant avait une petite part à payer. Là, ne paye plus rien. La prise en charge est complète. Alors, est-ce que dans le système Obamacare, le patient paye une partie des soins ou rien? Ça m'étonne beaucoup que la France fasse ça, parce que l'Allemagne, elle était comme ça autrefois. Et les Allemands, on se sont dit, ça ne marche pas, il faut quand même qu'il y ait une petite indemnité pour éviter les gens d'abuser le système. Alors, là, tu prêches à des convaincus, parce que les réticences dans le monde médical sont très grandes. Oui. Et ce que tu viens de dire va dans le même sens. Quand ça ne coûte rien, les gens apprécient toi. Mais pour retourner à ta question, Daniel, qui est une très bonne question, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a toute une gamme d'assurances qui vont des assurances très moins chères à des assurances très chères. Donc, il y a bronze, argent,
or, platinum. Et si vous êtes dans le platine, ben vous payez très peu. Ben, Mais en c'est France, très cher. en France, tout le monde sera platine. Même plus. Mais la grande partie des gens, justement, c'est ça le problème, achètent des assurances avec des gros forfaits qui sont très bon marché, de façon qu'on voit plus de patients, mais les revenus baissent. Donc on est obligé d'améliorer le système, parce avec élimination des complications, parce que c'est comme ça qu'on reprend l'argent qu'on n'a pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Philippe Marr. Est-ce que le fait... Hop, attends une seconde. Est-ce que le fait qu'il y ait un prix forfaitaire par intervention induit une amélioration de la qualité? Théoriquement, ça devrait, puisqu'on n'a pas envie de payer un... Bon. Mais en réalité, est-ce que ça s'observe? Ça, c'est une très très bonne question. Et c'est schizophrénique. Parce que d'un côté, oui. Parce que le patient, il va dire, si je paye 5 000 $ pour cette opération, rien ne peut se passer. C'est comme si vous mettez la voiture chez Rolls-Royce, l'expectation c'est que quand elle sortira du garage, elle marche 100% et il n'y a pas de problème. Donc ça nous oblige à travailler beaucoup plus consciemment. Ben, d'un autre côté, il y a des cas où un patient s'amène avec une tumeur dans le cou, on lui dit il faut faire un prélèvement, et le patient dit mais ça va me coûter 300 $, je ne vais pas le faire. Est-ce que je peux attendre jusqu'à, je ne sais pas, 6 mois? Donc il y a un autre côté de ça. Quand les forfaits sont trop grands, à mon avis, ils sont trop grands pour ces assurances très bon marché, ça change la relation médecin-patient. Fondamentalement, en fait, on est obligé maintenant dans les hôpitaux d'avoir des assistants financiers. Donc, et ça change la conversation. Quand le malade dit j'ai un problème de la hanche, mais je veux pas, c'est trop cher, on l'envoie parler avec les aides financières pour voir s'il y a une façon d'améliorer la situation. Donc l'aspect financier entre dans la relation médecin-patient. C'est tout à fait une autre chose. Est-ce que ça entre dans la qualité chirurgicale, le prix forfaitaire? Dans la qualité du résultat global? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr qu'on est obligé à mettre en place des systèmes qui, plus ou moins, augmentent la fiabilité et les résultats, parce qu'on peut carrément plus se permettre d'être moins bien que la moyenne. Donc à la limite, chez ceux qui ne peuvent pas payer tout de suite, il faut faire de la chirurgie à crédit. Par exemple. Je ne suis pas dans le coup. Et le crédit peut durer combien de temps? C'est pas. Bien, écoute, merci beaucoup pour cet exposé que nous avons...